Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. J'ai la joie de rencontrer aujourd'hui et d'interviewer pour vous Véronique Gaspard qui va se présenter, mais en tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Véronique, Bonjour Séverine. comment vas-tu? Écoute, je suis assez tranquille à l'idée de partager le fruit de mon expérience et ravie surtout si ça peut donner en fait des pistes aux parents qui nous écoutent. Donc j'ai toujours la joie de partager ce que je reçois moi depuis 18 ans. Tu vas nous en parler. Je parle beaucoup de CNV et de communication non violente sur le podcast. Donc, les auditeurs ont l'habitude d'entendre quelques bribes, mais là, ils vont avoir une crème de formatrice. Donc, j'ai vraiment hâte que tu puisses partager tout ça avec eux. Est-ce que tu veux bien te présenter personnellement, professionnellement, ce que tu as envie de dire aujourd'hui? En lien avec le thème, je dirais que je suis maman de 3 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants, même si j'ai, je dirais, adopté par principe une 4e enfant qui est arrivée plus tard dans notre existence. Et la passion pour les enfants et l'éducation, moi, me tient depuis longtemps. J'ai eu la chance d'être alitée quand j'étais enceinte et j'ai vécu ça, mais comme un grand bonheur parce que j'avais tout le temps pour lire. À l'époque, je dévorais tout ce qui concernait l'attention portée aux enfants. Et puis, dans ma carrière professionnelle, j'étais infirmière, donc je suis attachée aux soins de l'humain depuis longtemps. J'ai travaillé en réanimation, en accompagnement fin de vie au domicile. Et je suis en partie ici grâce à la rencontre d'un jeune homme de 20 ans qui mourait du sida et qui me disait, Véro, moi j'ai été privée d'une forme de savoir et je n'ai pas pu choisir. Alors quand on a la patate comme toi, eh ben, on va travailler la prévention. Et j'avais jamais imaginé mon métier sous l'angle de la prévention. Et ça m'a beaucoup interpellée, cette notion du savoir qui offre le choix. Et donc, j'ai passé le concours d'éducation nationale. J'ai été infirmière scolaire pendant 5 ans. Et là, j'ai réalisé quelque chose d'assez étonnant. C'était le décalage entre les intentions éducatives qu'on peut avoir et la réalité des moyens qui sont les nôtres. Hmm. Et je voyais des enseignants qui étaient normaux comme vous et moi. Et quand j'entendais ce qu'ils faisaient dans leur classe, je me disais, oh là là, j'ai pas dû voir les mêmes. Moi, quand je rentrais le soir, je me transformais quelquefois en tornade et pourtant, on n'aurait jamais cru ça de la gentille infirmière qui faisait son travail de manière, j'imagine, plutôt attirante. Et d'ailleurs, le côté coquin, c'est quand mes enfants venaient à l'infirmerie avec moi, quand ils étaient malades, je les emmenais, et ils disaient, mais t'es vraiment gentille hein, avec les autres enfants. Voilà. Donc, pour vous dire que je viens pas ici depuis un espace de donneuse de leçons, je viens ici depuis un espace de quelqu'un qui continue à chercher comment en fait vivre ce à quoi on tend. C'est-à-dire que parmi les auditeurs, auditrices ce matin, j'imagine qu'il n'y en a aucun qui se lève le matin en disant j'aimerais savoir comment je peux contribuer à entretenir le bazar sur Terre. Ça, Hmm. j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et en même temps, dans mes stages, moi je dis, le premier stage de CNV que j'ai fait, j'y allais pour changer les autres. Parce que je trouvais que la violence, elle était plutôt chez les autres que chez moi. Et j'ai pris une claque en réalisant qu'à moi toute seule, je faisais certainement partie des grands terroristes sur Terre. Et donc, de l'éducation nationale, après, j'ai été 10 ans animatrice de prévention sur 2 thématiques, la vie relationnelle, affective et sexuelle, et aussi la prévention du suicide à l'adolescence. Et ça m'a beaucoup interrogée sur comment entrer en relation avec ces jeunes avant de pouvoir leur transmettre quoi que ce soit. Et c'est le moment où j'ai découvert la communication non violente à partir du livre de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai.
Et je me suis directement plongée dans le bouquin de Rosenberg. Les mots sont des fenêtres, parfois des murs. C'est comme si j'ai trouvé ce que je cherchais depuis longtemps, les moyens en fait d'augmenter, la cohérence à l'intérieur de moi. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire, pour démarrer, mais depuis un espace où, je continue de chercher. Je suis pas aboutie. Toujours en quête de mieux communiquer, de créer la relation avec chaque personne que tu rencontres. Ouais, surtout avec moi-même. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai réalisé comment l'éducation que j'ai reçue et l'éducation que j'ai donnée et l'éducation que nous recevons de manière globale depuis longtemps a un impact dans le fonctionnement même de nous et que la communication non violente m'a appris beaucoup de choses. D'abord à repérer les habitudes de langage qui suscitent des réactions chez moi ou chez mes interlocuteurs. Et ça, c'est le fruit du travail de Rosenberg, mais peut-être je vous en parlerai un petit peu plus tard en fonction des questions que tu vas me poser, Séverine. Mm. Et puis, ça m'a appris aussi à repérer comment je fonctionne et la place des émotions pour moi, pour les autres, et de regarder comment je pouvais retrouver une plus grande liberté et une plus grande prise de responsabilité de mes émotions, de mes actes, de mes paroles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu. Et quand je parle d'un enjeu politique, c'est pas d'un parti politique, hein, c'est la vie dans la cité. Il y a un enjeu pour que chacun de nous puissions retrouver un espace de discernement qui nous permette de prendre la responsabilité de ce qu'on vit et des choix qu'on fait. Donc la CNV, elle peut être partagée comme étant un outil, et pour moi, c'est une vraie tragédie. C'est comme une aberration. Alors, ça va à un moment peut-être être un repère interne qui va nous servir à peut-être mettre notre attention ici ou là. Mais quand c'est transmis comme un outil, on pourrait croire qu'en parlant d'une certaine manière, ça va nous permettre d'obtenir les choses qu'on n'a pas réussi à obtenir. Et là, ça pour moi, c'est complètement fou. Et on verra au fur et à mesure de notre échange la place de l'intention. Et que la CNV, elle contribue à nous amener à retrouver l'essence avec laquelle nous sommes nés. Et que c'est comme si, voilà, ça nous donne des repères. Pour moi, c'est jamais une question d'outils, hein. Je suis issue de la campagne, moi, et mon père avait beaucoup de bon sens. Il disait, ma chérie, c'est jamais une question de bêche, c'est qui tient le manche. Donc, c'est pas une question de CNV, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette conscience avec laquelle on est né et dont on s'est éloigné par l'éducation qu'on a reçue. J'espère être suffisamment claire. Oui, j'ai eu la chance d'entendre déjà certaines de ces petites phrases lors de ta dédicace de livre, dont tu nous parleras plus tard, parce que tu as eu justement l'opportunité de diffuser ces préceptes, cette philosophie, hein, j'allais dire cet outil, mais bien sûr, je vais me reprendre maintenant, au lieu de que outil, ce soit pas simplement une étiquette d'outil, sur l'éducation nationale et au sein des classes et des formateurs. Tu sais que j'ai été enseignante et que ça m'a beaucoup manqué de ne pas avoir ces outils-là, moi, en tant qu'enseignante, pour à mon tour l'incarner et le modéliser. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de communication non violente, est-ce que tu voudrais bien la présenter, cette philosophie, en quelques principes, pour ceux qui vraiment débarquent sur le podcast à l'épisode avec toi? Bah, bienvenue à ceux qui débarquent, bienvenue aussi aux autres. Et c'est là, je crois, où c'est pour moi la chose la plus complexe à définir. Parce que comme ça correspond à notre nature, c'est comme si Rosenberg a tenté de remodéliser quelque chose pour nous remettre au plus près de notre état initial. C'est-à-dire que lui, il a 7 ans quand il se fait casser la figure lors des tensions raciales de Détroit aux États-Unis. Et ce qu'il le scotche, c'est la joie que les enfants ont à le frapper. Et quand il rentre, il voit la joie de sa maman et de son oncle à s'occuper de sa propre grand-mère qui est en fin de vie. Et en fait, dans cette même journée, il voit qu'il y a des gens qui ont de la joie à taper, qu'il y en a d'autres qui ont de la joie à prendre soin. Et ça va être une quête pour lui. Et donc, il va devenir docteur en psychologie. Je vous le fais très court, hein. Et puis, il s'ennuie, il réintègre le laboratoire de Carl Rogers. Rogers va continuer à chercher à comprendre le fonctionnement de la psychologie humaine. Et lui, il fait le pari que dans le langage, il y a certainement des choses qui nous dévient de la motivation à contribuer à la naissance. Donc, il va partir d'un présupposé qui est complètement fou, qui est les êtres humains aiment contribuer, et comment on pourrait, en maintenant cette contribution naturelle, faire en sorte que ce processus ait une visée sociologique pour que, au bout du bout, il y ait une plus juste répartition des ressources sur Terre. Donc, la CNV, c'est quoi? Ben, en tout cas, moi, c'est la chance qui m'a été offerte de retrouver un accès à mon fonctionnement et surtout à envisager le monde avec un autre regard. De regarder que là où moi, à certains moments, je peux vivre du désespoir, de regarder que si
le plus grand nombre restait dans sa nature initiale, eh ben, il n'y a plus aucun papa ou aucune maman dans le monde qui aurait des doutes à l'idée de donner à manger à son enfant. Et que moi, quand je me lève le matin et que je pense, même s'il devait y avoir qu'une seule maman ou un seul papa qui n'ait pas les moyens de donner à manger à son enfant, j'ai le cœur qui se brise dans la seconde, dans la seconde. Et donc, quand je me lève le matin, je me lève avec cette intention qui est de partager quelque chose qui est sociologique, c'est-à-dire retrouver les moyens de répartir les ressources. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais dès que ça ne répond pas, tu cries, hein. Non, ça me répond très bien à ma question. Je suis en train de me dire que, comme tu disais, certains ont une version très raccourcie du OSBD, des étapes de la CNV. Et là, tu pars dans l'essence même de la relation à l'autre, de la connexion avant de corriger, d'ajuster, de rectifier ce que l'autre dit. Et ce qui m'a touchée aussi, c'est la puissance du choix de nos mots. Parce qu'il y a beaucoup de thérapies qui maintenant s'éloignent forcément du langage. Et là, tu reviens à la puissance et au choix qu'on a de construire nos phrases et nos dialogues au quotidien et que la simple intention, intonation peut modifier la relation qu'on a à la personne en face de nous. Et moi, je trouve ça vraiment très puissant qu'on puisse utiliser le langage comme réparation, comme moyen de connexion. Oui, alors après, là, pour moi, il y a deux axes avec la communication non violente. Il y a un premier axe qui est la prévention, ce dont tu parles, c'est-à-dire qu'en éduquant précocement à une attention autour du langage, en choisissant bien évidemment le registre des émotions, des besoins, des demandes à partir de l'observation, parce que ce processus observation, sentiment, besoin, demande, bien sûr qu'on va s'en servir, mais pas comme outil pour obtenir un truc, mais comme repère interne. Donc là, pour moi, je dirais que c'est l'axe de la prévention avec la communication non violente. Et après, quand il y a blessure, quand il y a conflit, eh bien, il va y avoir d'autres stratégies. C'est-à-dire que nous, on transmet aussi la justice restauratrice de Dominique Barter pour voir comment on sort des conflits d'une manière qui préserve la dignité du donneur, du receveur et de tous les gens impactés dans le conflit. Et après, pour les blessures, avec la communication non violente, il y a tout l'axe de l'accompagnement individuel pour aller guérir les blessures du passé, avec les multiples aspects intérieurs, les jeux de rôle de guérison. Donc ça, c'est un autre axe que Rosenberg a développé avec les jeux de rôle de guérison, notamment. Quand tu as débuté tes formations pour devenir formatrice en CNV, quelles sont les premières révélations que tu as eues sur la puissance de cette philosophie? J'ai envie de revenir sur ce que j'ai dit au départ, hein. Moi, j'y allais principalement pour changer les autres. Je trouvais que la violence, elle était chez les élèves qui se frappaient, chez les profs qui râlaient dans les classes. Bon, d'accord, moi, j'avais un peu des accès, mais enfin, je trouve que j'étais moins pire que les autres. Mais honnêtement, hein, j'étais complètement, j'irais enfumée. Et le premier choc, ça a été d'abord d'être accueillie comme je l'ai été par la formatrice. Ça m'a marquée. Je suis arrivée avec 2 heures de décalage parce que c'est un jour où on avait été cambriolés. Aïe. Le stage s'est arrêté pour m'accueillir. Et là, je me suis dit, un jour, moi aussi, je serai capable d'accueillir les gens comme j'ai été accueillie. Ça m'a marqué. Et puis après, de repérer que là où je mettais la violence à l'extérieur, eh bien, moi, je contribuais à l'entretenir avec un langage conditionné. Et ça, je veux bien, après qu'on en parle, si tu veux avoir de la clarté. Et que, en repérant le conditionnement du langage avec lequel on fonctionne, d'une certaine manière, on entretient des structures pyramidales de domination où il vaut mieux être le parent que l'enfant, il vaut mieux être le prof que l'élève et il vaut mieux être le juge que le jugé. Mais moi, je n'avais pas vu l'organisation de la société sous cet angle-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est très politique. Je suis bien d'accord avec toi. Par rapport aux familles là, qui nous écoutent, est-ce que l'utilisation de la CNV dans nos relations, quel bénéfice principal tu vois en premier? Si les familles commençaient à s'intéresser à la CNV, quel bénéfice elles pourraient en tirer immédiatement? En premier, c'est qu'elles pourraient vivre leurs intentions éducatives. Parce que si là, on faisait des nuages de mots avec les parents présents et que je leur disais, quand vous avez fait le choix de mettre des enfants au monde, c'est quoi vos intentions en tant que parents? C'est quoi vos rêves? Quelle cathédrale vous visez pour vos enfants? Eh ben, je suis globalement sûre qu'ils me diraient, ah ben, nous, on veut en faire des êtres autonomes, on veut en faire des citoyens responsables, conscients d'eux et des autres. On aimerait faire en sorte qu'ils soient heureux dans la vie, qu'ils puissent choisir leur métier, qu'ils puissent avoir des moyens de s'occuper aussi des autres. Et globalement, la communication non violente en famille, elle donne aux parents les moyens de cette autonomie. Et que moi, j'ai réalisé que, alors que je croyais éduquer mes enfants
de manière assez autonome, eh ben, d'une façon, je les rendais complètement dépendants. Mais ça, c'est des subtilités qu'on travaille beaucoup dans les formations. Mais en tout cas, je crois que ça les aiderait déjà à vivre leurs intentions éducatives et surtout, je crois que ça les aiderait en premier, et ça c'est l'axe majeur, à prendre soin d'eux avant d'imaginer qu'on a toujours les moyens de prendre soin de ses enfants. Et c'est la même chose pour les enseignants, ce que tu disais Séverine, si toi tu avais connu ça dans ta classe, ben peut-être qu'à un moment tu aurais moins fini sur les rotules. Et que là, l'urgence, c'est d'apprendre aux gens qui prennent soin des autres à prendre soin d'eux. Et il y a des grandes théories. Oui, c'est bien de prendre soin de toi, Séverine, c'est bien de prendre soin de toi, Véronique, mais comment on fait? C'est quoi la marche à suivre? Et donc l'enjeu, il est de donner aux gens des moyens concrets. Et nous, avec la CNV, on va donner des moyens concrets. C'est-à-dire que ça fait 5 fois qu'on demande à notre enfant de participer à mettre la table, et puis visiblement, il a une surdité majeure instantanée. Eh ben, on peut continuer inlassablement à râler, et puis à un moment, les portes claquent. Mm. Et peut-être qu'on ne réalise pas qu'au moment où on lui a demandé ça, ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Et qu'on a utilisé pourtant, oh là là, j'ai besoin de soutien, blablabla, et qu'on n'est pas conscient peut-être même de notre état de fatigue. Et qu'à un moment, on réalise, tiens, ça fait 3 fois ou 4 fois ou 5 fois que je demande, je suis juste épuisée, peut-être j'ai besoin de prendre un temps de ressourcement avant d'envisager quoi que ce soit. Et que ce processus en famille fait de nous des personnes inspirantes sur notre capacité à certains moments à s'arrêter, à dire stop, à prendre soin avant de revenir dans la relation. Et des enfants qui voient ça, de mon point de vue, ça leur donne des repères internes assez intéressants. Et s'il y a un livre que je vous conseillerais aussi, c'est celui de ma collègue Edith Tavernier qui a écrit La CNV avec les enfants, la CNV en famille au quotidien. C'est un livre écrit à 8 mains avec son mari et ses 2 enfants, et c'est tout leur cheminement avec ce processus de communication non violente. Alors, Edith dit qu'elle ne veut pas, bien sûr, être vue comme un modèle, hein, parce que chaque famille a sa structure, mais je trouve qu'il y a des pistes très intéressantes pour les parents. Et j'aime Je bien mettrai faire dans la les notes de promotion. l'épisode pour que les gens Ouais. puissent s'y référer ou l'emprunter ou l'acheter. Mm. Je me relie à ce moment où en formation, dans le premier module, j'ai commencé à me dire, ah mais je repère toujours les besoins des autres et je suis capable de nourrir et satisfaire les besoins des autres bien avant de prendre conscience de ce que je vis, de ce qui se vit et de quels sont mes besoins et comment je pourrais, moi, satisfaire mes besoins pour être plus disponible et plus tout le temps en train de répondre aux demandes extérieures. Et c'est vrai que ça a été une grosse prise de conscience de me Mm. dire qu'on n'est pas dans des relations vraiment horizontales, on est souvent en train de répondre aux demandes et aux stratégies des autres en se perdant, nous, dans nos besoins et nos états émotionnels personnels. J'ai eu C'est ça. ce point de déclic très fortement et quand je suis revenue chez moi, j'ai vu les choses autrement sur je m'agace, je m'énerve parce que je n'ai pas fait vraiment la lumière sur ce que je vivais en moi et ce que je demandais aux autres de combler en fait indirectement dans mon état et dans mes besoins qui clignotaient, qui attiraient mon attention. Oui, et pourtant, enfin, c'est tellement logique. Et en même temps, on a plus été habitué à s'occuper des autres. Alors après, il y a un mouvement qui est intéressant, Séverine, c'est de regarder au moment où je m'occupe des autres, au moment où d'une certaine manière, je prends soin, je tente de répondre au mieux à ce qui m'est demandé à l'extérieur, d'être conscient qu'à ce moment-là, chez toi, ça nourrit aussi quelque chose d'important. Moi, j'ai un métier équivalent au tien, hein, infirmière, prof, je pense que c'est les mêmes origines. Donc, à un moment, j'aime contribuer aux autres et de regarder, et peut-être que ceux qui nous écoutent, vous pouvez faire ce même chemin, au moment où vous choisissez de prendre soin de vos enfants, des gens autour de vous, de vos collègues, peut-être de vos parents, de vos beaux-parents, des voisins, de regarder à cet instant comment vous vous sentez à cet instant, quand vous vous remémorez tous les moments où vous vous occupez de quelqu'un. Moi, je vois que j'ai de la joie, et de regarder qu'est-ce que ça nourrit. C'est quoi les valeurs importantes? C'est quoi ces forces motrices qui nous mettent en mouvement? C'est quoi les choses importantes? Ben, peut-être que ça peut nourrir le sens, peut-être qu'il y a quelque chose autour de la reconnaissance, peut-être c'est une façon de recevoir de l'amour, peut-être c'est une façon de recevoir de l'attention, peut-être c'est une façon d'avoir une place en particulier. Vous voyez, de regarder que, quel que soit ce qu'on fait, avec la communication non violente, on va se souvenir que on est en train de nourrir un besoin et que ce besoin peut-être de reconnaissance, si je prends celui-ci, eh ben peut-être que je peux le nourrir d'une manière différente que dans l'attention répétée aux autres.
pas parce que c'est bien ou mal, mais c'est peut-être que si je nourris ce besoin seulement avec cette stratégie, peut-être à un moment, je vais même plus avoir les moyens de prendre soin des autres. Et peut-être que ce besoin de reconnaissance, si dans mon histoire de vie, c'est pas forcément quelque chose qui a été nourri, parce qu'en fonction des familles ou l'école dans laquelle on est allé, ben peut-être ça a laissé, comme tu disais, Séverine, des traces, des blessures. Eh bien, peut-être que je vais me dire, ben, par exemple, pour un mois, je vais regarder comment moi, je peux le nourrir de moi à moi, ce besoin. Alors peut-être qu'une fois par semaine ou une fois par jour, je vais regarder, tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai contribué d'une manière ou d'une autre à me rendre la vie belle et de regarder, tiens, qu'est-ce que ça nourrit. Vous voyez, on peut chercher à nourrir les besoins avec des références externes, mais aussi, on va voir que la plupart des besoins, on peut les nourrir de nous à nous. Et peut-être que dans un premier temps, c'est moins épuisant. Et donc, ce qui est important de retenir là pour ceux qui nous écoutent, c'est de regarder que quel que soit ce que fait un être humain, il est en train de nourrir un besoin. Par contre, la façon dont il le fait n'est peut-être pas complètement au service de la relation, à lui ou à quelqu'un d'autre. Et on va voir que quand dans notre jargon, on nomme ça les stratégies, les moyens, eh bien, il y a des stratégies qui sont inacceptables. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas en train de nourrir un besoin. Vous voyez deux enfants s'arracher les cheveux, on n'est pas d'accord avec la stratégie de s'arracher les cheveux, parce que sinon, on va finir dans un monde où on sera tous chauves. Pas parce que c'est bien ou mal, mais peut-être que c'est précoce pour certains d'être chauves. Donc là, on arrête les enfants, on dit ça, c'est non. Tant que vous m'aurez sur mon chemin, moi, je serai là pour préserver l'intégrité physique des deux. Et par contre, on va aller regarder quel est le moteur, qu'est-ce qui fait que toi, à un moment, tu as fait le choix d'aller arracher les cheveux du voisin. C'est quoi que tu cherchais à nourrir? Et donc, on va voir que derrière toute action, ça parle d'un besoin. Alors, j'imagine que certains doivent peut-être s'agacer à l'autre bout du fil en disant, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et qu'à partir de là, on va laisser tout faire? Ben non, justement. Moi, ce que m'a appris la CNV, c'est de retrouver un espace de fermeté que j'avais perdu, tout en démarrant la fermeté depuis un espace de bienveillance. Et que moi, la fermeté, elle se transformait souvent en agressivité et c'est depuis des réactions. C'est-à-dire que j'en pouvais plus et par réaction, je croyais être ferme, mais en fait, c'était de l'agressivité. Avec la communication non violente, on va plutôt choisir un axe de bienveillance qui va soutenir la fermeté. Et là, c'est là où c'est différent. Ça démarre d'un espace de relation plus que de réaction. C'est-à-dire que je dis stop au fait que les enfants s'arrachent les cheveux, et puis je vais aller regarder de quoi ça parle, et je suis pas en train de valider qu'on va recommencer ça, mais peut-être que le gamin qui a arraché les cheveux, il va pouvoir prendre soin de ce besoin d'une manière qui n'altère pas l'intégrité de l'autre. Et après, je suis pas en train de vous vendre une baguette magique, ça demande du temps d'intégration, parce que les enfants, ils sont éduqués par toute une communauté et que si vous, vous commencez dans votre coin, peut-être que c'est pas ce qui va se passer à l'école, peut-être que c'est pas ce qui va se passer au centre aéré ou chez les grands-parents, les oncles et tantes, et qu'aujourd'hui, on a un défi à relever pour réfléchir au monde dans lequel on a envie de vivre demain. Et ça, c'est ce qui m'anime, puisque ce que je n'ai pas partagé en début, c'est que on est tout un groupe à avoir co-créé une association qui s'appelle Déclic Communication non violente et éducation, où on promeut l'accompagnement des adultes à la communication non violente pour envisager en fait une inspiration différente pour les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui me fait aussi en partie lever le matin, c'est-à-dire répondre aux demandes des adultes qui ont envie d'être accompagnés pour se donner les moyens de ce monde un peu différent. Ouais, je revis cette dissonance à vouloir soumettre une grande partie des élèves dans le système de l'éducation nationale classique sans avoir pris la mesure de nous, ce qu'on installait comme cadre rigide, descendant, vertical et très peu remis en question par habitude en fait. Et d'avoir commencé à installer plus de souplesse et d'écoute de l'élève et de décodage de comportement, de décodage de finalement logique que ces élèves dans ce contexte-là finissent par déborder puisqu'on est très peu à l'écoute, à l'instant T, de ce qui se joue en eux. Et décoder les comportements, les auditeurs sont habitués à l'entendre, mais tu l'as formulé d'une manière que ça valorise finalement le cheminement de l'enfant tout autant que celui du parent, qui se rend compte à quel point son enfant n'a pas encore les moyens d'utiliser d'autres stratégies parce qu'on n'a pas mis le doigt sur le besoin initial qui clignotait, qui voulait se faire exprimer. Donc c'est à nous, adultes, de modéliser la prise de conscience de tu as agi comme ça parce que pour l'instant, tu ne savais pas ce qui vibrait, ce qui résonnait, ce qui voulait sortir de toi.
C'est ça. Moi, je prends toujours le même exemple et tu as dû l'entendre lors de la dédicace, Séverine. J'ai accompagné un enfant qui allait être exclu pour la 5e fois d'un collège et il venait de cracher sur un enseignant. Alors, autant vous dire, hein, pour ceux qui m'écoutaient, qu'il est hors de question que je valide ça. C'est hors d'atteinte pour moi que quelqu'un envisage de me cracher dessus. Et d'ailleurs, l'éducateur, il m'a dit, Véro, ça marche pas l'exclusion, est-ce que tu serais d'accord pour le voir? Et moi, j'avais formé tous les éducateurs de cette ville à l'époque. Et je lui ai dit, mais tu sais, Mathieu, si tu m'avais demandé si l'exclusion allait marcher, je t'aurais dit, vous allez à la catastrophe. Parce qu'il y a des gamins qu'on va réussir un peu à soumettre, comme si l'objectif de l'éducation, c'était la soumission. Et ça, je me permets de reprendre ce terme parce que tu l'as utilisé, Séverine, ou est-ce que c'est d'en faire des rebelles? Mais les deux axes, c'est une question de prise de pouvoir. Et quand j'ai vu le gamin, je lui ai dit, si je te crache dessus, il me dit, mais ça va pas, madame. Je dis, ah, ok, visiblement, on a les mêmes codes. Et je dis donc là, ce qu'on va faire, toi et moi, c'est qu'on va aller voir la beauté de qui tu es en amont de cet acte qui est inacceptable. Oui, je refixe le cadre. Et je lui dis, si jamais tu t'envisageais de me cracher dessus, je commencerai par te dévisser les cervicales. Est-ce que c'est clair entre toi et moi? Vous voyez, je pose un cadre. C'est-à-dire qu'à un moment, je dis non à des choses qui sont inacceptables pour vivre en communauté. Et il m'a dit, mais moi, jamais personne m'a dit que j'étais beau. Je me suis dit, oula, ça, c'est déjà un signe. Vous voyez, donc avec la communication non violente, on ne va pas confondre l'acte de quelqu'un avec qui il est. À un moment, il y a une force qui est plus puissante et qui nous fait faire des trucs auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Vous voyez, c'est comme vous en tant que parent. Et ben, au moment où la sage-femme vous a posé le bébé sur le ventre, je suis sûre que les papas et les mamans qui nous écoutent, il n'y en a aucun qui aurait eu l'idée de coller une baigne ou d'envoyer balader son enfant. Et d'ailleurs, si la sage-femme vous avait dit peut-être un jour ça vous arrivera, vous auriez considéré que c'était une grande psychopathe. Et en même temps, à un moment, on peut être comme débordé, sortir de soi et s'étonner même de ce qu'on est en train de faire tout en n'ayant aucun moyen de faire autrement. Donc, vous voyez, ce processus, c'est un processus, je dirais, d'amour au sens inconditionnel, c'est-à-dire que on n'est pas en train de se juger sur quelque chose qu'on a fait maladroitement. On est en train de regarder qu'on va pouvoir chausser des lunettes différentes et regarder les situations d'un autre point de vue. Et donc, avec cet élève, au bout d'une demi-heure, à un moment, est-ce que je lui ai dit, mais est-ce que tu as besoin de reconnaissance? Non, je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que tu as besoin d'attention? Mais n'importe quoi, madame. Et puis à un moment, je lui dis, mais est-ce que tu as besoin d'être entendu dans ce que tu vis chez toi? Et là, il y a une petite larme qui a coulé, je me souviens, au bord de ses yeux. Et quand on est un caïd dans la ville dans laquelle il habitait, les caïds, ça chiale pas. Et il me dit, madame, vous m'avez fait quoi? Je lui dis, mais rien. Je suis juste en train d'aller dans le lieu qui voulait être entendu et pour lequel la seule stratégie que tu as trouvée, c'était de cracher sur quelqu'un. Et je te redis que je ne suis pas d'accord avec ça. Et là, il nous montre avec son éducateur ses bras et ses jambes. Il était lacéré, ce gamin. Je ne crois pas qu'il y ait un seul éducateur au monde qui aurait la joie à virer un gamin d'un bahut s'il savait qu'à l'arrivée, le môme, il va être tabassé à mort. Donc, vous voyez, cette vision, ça n'exclut pas que derrière, il va y avoir une réparation. Ce serait maintenant je suis équipée avec les systèmes et cercles restauratifs, j'organiserai une restauration pour l'enseignante, pour l'élève, pour l'ensemble de la classe, pour toute la communauté éducative impactée. Et peut-être, et c'est sûr même, j'inviterai aussi les parents, parce qu'à un moment, on va extraire l'enfant d'un milieu qui est délétère pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'on va punir les parents, parce que sinon, on punit les gens qui punissent. C'est comme si on mord un enfant qui a mordu. Pour moi, c'est schizophrénant. On dit, il faut pas faire ça, et c'est ce qu'on fait. Donc, à un moment, on s'étonne des grandes dissociations. Mais non, on fabrique de la dissociation. Et donc, à un moment, on entend le besoin, en l'occurrence là, être entendu dans ce qu'il vit, et la stratégie nouvelle, au lieu de cracher, c'était qu'il appelle son éducateur pour être entendu le temps que des mesures soient prises avec des gens dont c'est le métier. Donc j'espère que avec cet exemple, ça vous aide à mesurer que quel que soit ce que vous allez faire, vous êtes en train de nourrir un besoin. Et peut-être à un moment, vous criez plus fort sur un de vos enfants que ce que vous auriez imaginé. Alors, première étape, je me tape dessus, je suis le plus mauvais papa, la plus mauvaise maman ou la plus mauvaise belle-mère du monde ou beau-père. Ok, je regarde si ça me donne bonne mine, pas trop. Ok, qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai crié? En fait, là, je vois que je suis exaspérée parce que j'ai besoin d'être entendue dans le soutien qui m'est nécessaire à la vie de la famille. Et je vais regarder, ok, est-ce que quand je suis consciente de ça, la façon dont je vais l'exprimer peut-être va prendre une autre tournure?
voyez, on peut passer de la critique de soi à OK, je regarde, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour moi? Et après, et ça je continue d'interroger et j'aime beaucoup discuter avec ma maman qui a 88 ans, qui dit bon, quand j'entends, parce que autour d'elle, ben voilà, elle a des petits-enfants, des petites filles, hein, puis qui ont des enfants. Et puis un jour, elle disait ah, vraiment, quand j'entends les parents maintenant râler pour ranger les jouets, elle dit, mais tous les fins de journée, j'ai l'impression que ça finit par des engueulades. Elle dit, mais nous, on vous engueulait pas. Elle dit, bon, d'accord, vous n'aviez pas de jouets. Donc, moi, je suis née à la campagne, hein, dans un milieu plutôt, on dirait, certainement pauvre aujourd'hui, alors qu'il y avait la richesse de la présence et l'abondance des légumes dans le jardin. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'est embarqué dans un monde de consommation où on va finir par prendre en otage les enfants pour qu'ils rangent leurs jouets, alors que c'est nous qui avons acheté 1,5 tonne de plastique. Donc, est-ce qu'à un moment, l'objet des discordes n'est pas à être revisité d'un autre point de vue? C'est comme vider le lave-vaisselle. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engueule pour vider le lave-vaisselle? Foutons le lave-vaisselle dehors et voyons si ça change. Donc, il y a un moment où je me dis, on a à réfléchir ensemble sur des choix qui nous amènent finalement dans des zones de discorde, là où peut-être on pourrait limiter les zones de discorde. Ça m'interroge beaucoup, ça. Et après, dans l'expérience que j'ai nouvelle, hein, ma petite fille qui a 17 mois, d'emblée, avec son petit frère, même si à la maternité, elle a eu une moue, un peu de dégoût, d'un air de dire, mais c'est quoi ce truc-là? Maintenant, je la vois, hein, il pleure, elle pousse le landau. Ma fille dit, bon, après, une fois c'est dans le mur, une fois c'est dans la poubelle, je sais pas dans quel état il va finir. Par exemple, il pleure, elle tente de lui donner sa tétine. Si elle mange du jambon, elle veut partager le jambon. Il a 4 mois. Bon, c'est un peu tôt. Mais de voir quelle attention elle a à l'autre. Ma fille vide le lave-vaisselle, hop, elle cherche à vider le lave-vaisselle avec nous. Elle tend couteau par couteau. Et je me dis, mais si on maintient ça dans cette motivation, alors oui, au départ, c'est un peu pénible parce que ça prend 2 fois plus de temps. Mais de regarder, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas à ralentir et valoriser cette contribution qui est naturelle? Je m'interroge. Et ce Et que je qui vous ai rejoint tout à fait les ateliers de vie pratique que préconisait Maria Montessori, de laisser l'enfant contribuer au jardinage avec nous, à plier le linge, à ranger la maison, parce que ce sont des tâches nobles aussi, alors qu'on leur dit souvent, non, mais j'irai plus vite si tu m'aides pas. C'est un gros débat avec les mamans que j'accompagne, effectivement. Ce C'est qui, extraordinaire, je suis d'accord avec toi, Séverine. La semaine dernière, ma fille a eu l'idée de lui montrer donc comment on met le linge dans la machine, mais elle a eu l'idée de lui montrer comment on démarre la machine. Elle a 17 mois. Ma fille dit, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, parce que ma fille, elle fait un programme 59 minutes écho. Eh ben, elle tourne le bouton 59 minutes écho et elle appuie sur Start. 3 fois dans la journée, elle a démarré le programme. Mais je me dis, mais les enfants sont tellement subtils et intelligents dès le départ, mais préservons ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux de Maria Montessori qui vont exactement dans ce sens-là. Et en même temps, nous, on forme beaucoup d'éducateurs Montessori parce que ils n'ont pas appris à communiquer. Ils sont dans les mêmes habitudes de langage que n'importe qui. Et donc, la pédagogie est exceptionnelle et nous, on accompagne la relation. Et donc, dans les travaux de Rosenberg, il s'est dit, qu'est-ce qui peut bloquer la communication? Et donc, il a déterminé 3 grandes catégories, bien sûr qui ne sont pas exhaustives, hein. Mais la première catégorie sont les jugements, parce que aucun être humain n'aime être jugé, et pourtant, nous passons notre temps à juger. Et donc, avec la communication non violente, et je pense que ça, c'est un des grands déclics que j'ai eu, c'est de voir que le jugement, c'est notre matière première. On va s'éclater à juger. Alors, quand je dis ça, on ne va pas s'éclater à aller partager nos jugements à la personne concernée, hein, que les choses soient claires, parce que j'aimerais bien ne pas faire de ravages à partir de ce podcast. C'est-à-dire que si à un moment, j'en peux plus de mon mari ou de ma femme ou de la maîtresse ou des voisins, je vais trouver une oreille attentive et je vais lâcher tous les jugements que j'ai cette personne parce que derrière les jugements, ça parle d'un truc important. Donc dans les jugements, il y a les comparaisons, les interprétations, il y a les généralisations et il y a surtout la pensée binaire, bien, mal, tort, raison, juste, faux. Et comme on a tous été éduqués à avoir raison, à un moment, ça marche plus. Donc Rosenberg disait en rigolant, il va falloir choisir avoir raison ou être heureux. Et donc, dans les dîners, je vous invite à repérer les moments où vous aimeriez avoir raison et de regarder quelles conséquences ça a. La deuxième catégorie qu'il a mis en évidence, ce sont les ordres et les exigences, c'est-à-dire tous les moments où on cherche à obtenir quelque chose et on va s'y prendre avec des moyens tous aussi tragiques les uns que les autres. Les blâmes, la culpabilisation, la honte, les menaces, les sanctions, les récompenses, la manipulation, etc.
Et Rosenberg disait, est-ce que vous voulez que les gens fassent ce que vous leur demandez avec la joie d'un enfant qui donne du pain au canard, ou est-ce que vous voulez qu'ils fassent ce que vous leur demandez à partir des mécanismes que je viens de citer avant? Et nous, notre rêve, c'est que les gens disent oui depuis la joie de l'enfant qui donne à manger au pain au canard, même si on sait aujourd'hui que le pain, ça pète le foie des canards. Et la troisième axe qu'il a mis en évidence comme étant des obstacles, c'est le déni de responsabilité de nos sentiments. Donc tous les moments où on dit je suis triste ou en colère à cause de toi ou joyeuse grâce à toi. Et donc là, on maintient une dépendance émotionnelle et on a été, nous, éduqués qu'à travers ça. Donc on a entendu maman est triste quand t'as pas de bonnes notes. Bon, la mienne a été triste 15 ans. Après, papa il est en colère à cause d'eux. Et on renouvelle ça avec nos enfants. C'est une fatigue. Ah bah franchement, il ne faudra pas s'étonner si un jour je suis malade. Vous voyez, moi j'entends dans les stages ce que les gens ont entendu petit. Et là, nous, on va sortir de cette horizontalité à cause d'eux, comme tu disais tout à l'heure, Séverine, en prenant la responsabilité. Et on va intégrer l'émotion comme étant un témoin lumineux qui cherche à indiquer ce qui veut être entendu. Même si j'aime pas trop la comparaison avec la mécanique, mais quand vous montez dans votre voiture et qu'il y a un voyant qui s'allume, à aucun moment vous défoncez le tableau de bord en disant moi j'en ai rien à faire, je veux aller au boulot. Vous allez prendre en compte le voyant lumineux comme témoin de ce qui se passe sous le capot. Eh ben nous, on réintègre l'émotion comme étant la plus grande force qui nous est donnée, là où on a cru que l'émotion c'était un signe de faiblesse, ça devient la plus grande force interne qui nous est donnée pour aller regarder de quoi ça parle. Donc on va prendre la responsabilité de nos émotions, on va prendre la responsabilité de nos paroles parce qu'il y a des fois on dit un truc et on le regrette et au lieu de dire non, non, je ne l'ai pas dit ou tu as dû mal entendre, eh ben on va dire oui, je l'ai dit et je le regrette. Et puis enfin, le plus grand fléau, selon Rosenberg, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est le déni de responsabilité des actes. Et lui, il était d'autant plus soucieux de ça que des millions de compatriotes, pour lui, sont morts dans des fours pour la Shoah. Et ça démarrait d'un espace où il y en a un qui donnait un ordre, un autre à un autre, et au bout, c'est pas moi, et finalement, c'était personne. Et que on entretient ce déni de responsabilité à chaque fois que l'on dit j'ai pas le choix, je suis obligé de. Et donc là aussi, dans les formations, on réapprend à intégrer que la notion du choix, elle est présente et que ne pas avoir le choix, c'est une illusion dans laquelle on nous berne. Donc peut-être ça engendre du rififi et c'est en ça où je trouve que les podcasts sont frustrants parce que moi j'aime bien accueillir les conséquences de ce que je dis en fait dans les conférences ou dans les formations. Et en même temps, j'aime aussi poser comme ça des pavés dans la mare comme pour être des objets de réflexion qu'on peut s'approprier derrière. Donc voilà les trois grands axes que Rosenberg a mis en évidence et après on a mis en évidence toutes les habitudes d'écoute qui ne sont pas au service de l'autonomie des enfants et la seule habitude d'écoute qui soit au service de l'autonomie des enfants, mais comme pour nous, eh bien c'est l'empathie. Et donc là on l'a définie d'une manière un peu particulière en CNV. Donc voilà un peu le fruit du travail de Rosenberg. Moi, je trouve ça toujours aussi passionnant parce que chaque formateur, chaque nouvelle personne qui redéfinit ces exemples emmène encore plus profondément dans la compréhension de ce qu'on a déjà vu, compris, mais qu'on n'a peut-être pas encore ressenti avec les exemples que tu nous as donnés aujourd'hui. Je trouve ça magnifique. Donc, merci pour tous ces exemples-là. Est-ce que, du coup, on peut différer notre réaction par rapport au comportement qu'on jugerait inapproprié de nos enfants? Pour les familles qui nous écoutent, qui voient l'ampleur de la tâche sur notre colline de parents, est-ce qu'on peut s'autoriser à différer les paroles qu'on va dire à notre enfant quand la sécurité physique n'est pas en jeu immédiatement? Qu'est-ce que tu proposerais à un parent qui se voit surréagir, qui se voit en train de commencer des phrases qui pourraient avoir un impact à long terme qu'il pourrait regretter, comme tu nous as dit? Comment faire dans le feu du conflit, dans le feu de l'action inappropriée pour ne pas surréagir? Merci pour ta question, parce que quelqu'un qui se voit, il est déjà dans la conscience CNV. C'est-à-dire au moment où je me vois, je peux faire le choix d'arrêter. Donc quand Rosenberg a pris la girafe comme symbole de la communication non violente, c'était simplement pour avoir en background, enfin en quelque part en mémoire, qu'on peut regarder les situations d'un certain point de vue et avec le cœur le plus bienveillant possible, puisque la girafe, c'est l'animal sur Terre dont le cœur est le plus musclé. Donc, elle peut regarder les situations avec un certain point de vue. Elle ne regarde pas les gens de haut, il ne faut pas confondre. Elle les regarde d'un certain point de vue, avec un cœur musclé. Et en même temps, la girafe, elle a des sabots. Et que personne l'enquiquine dans la savane, sauf quand elle boit et qu'elle est malade. Donc,
C'est juste pour réaffirmer la fermeté de la CNV. Et donc, quelqu'un qui se voit, il est déjà dans l'espace de conscience de la girafe. Et après, en symbole de nos habitudes de langage, que ce soit les jugements, les ordres et le déni, il a choisi le chacal. Mais la girafe et le chacal, c'est le même animal. Nous sommes en permanence, il n'y a pas d'opposition que la girafe serait bien et le chacal mal. Non, le chacal, c'est juste une girafe qui a un trouble de l'élocution. Donc, à un moment, je me vois arriver comme un dragon au-dessus de mon gamin. Si déjà je me vois, là, j'ai le choix. Et là, oui, je vais pouvoir différer. Mais la plupart du temps, en mode reptilien, il se passe un truc, je crache le feu, et peut-être même après, je m'en rends compte, mais dans nos habitudes, on va dire aux gamins, bah, c'est bien à cause de toi, moi, j'ai pas voulu faire ça, et c'est à cause de toi. Donc là, c'est le pompon, c'est le tirage et le grattage. Non seulement on ne reconnaît pas notre responsabilité, mais en plus, on accuse le gamin. Donc, quand on est initié, formé, eh ben, à un moment, on se voit et on va dire, oh là, je suis en train d'atteindre ma limite. Ça n'a rien à voir avec toi. Et là, je vais, moi, aller prendre un bain ou aller marcher 5 minutes parce que je vois que quand j'atteins ma limite, je pourrais craindre la forme que ça va prendre. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est ça qui est important parce qu'on sait aujourd'hui avec les neurosciences que le cerveau de l'enfant, il est hyper vulnérable jusqu'à l'âge de 7 ans, que les enfants ne font pas de caprices. Et ça, je pourrais beaucoup développé toutes les avancées des neurosciences, puisque dans le livre qu'on a écrit avec Catherine Guéguin et Catherine Schmider, le premier chapitre, il est consacré aux neurosciences affectives et sociales, et qu'on sait aujourd'hui que le cerveau de l'enfant, il est immature et malléable. Alors le fait qu'il soit malléable, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le cerveau se réajuste en fonction du milieu dans lequel on vit et que s'il y a des enfants qui ont vécu dans des endroits maltraitants, eh ben, il suffit qu'ils rencontrent des adultes bien traitants pour que le cerveau se reconditionne et que l'évolution du cortex orbitofrontal nécessite un environnement bienveillant, chaleureux, apaisant, empathique et que quand le cortex orbitofrontal baigne dans l'ocytocine, eh bien, ça lui permet en fait de maintenir un état empathique, ça permet à l'enfant d'apprendre à réguler ses émotions, ça va lui permettre de faire des choix et surtout d'avoir un comportement éthique et moral. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'être un éducateur parce qu'en plus, on a les apports des neurosciences et c'est comme si pour certains, ça pourrait être culpabilisant. Or, avec la CNV, on donne des moyens concrets aux parents. On n'est pas en train de leur dire il faut être bienveillant, chaleureux et blablabla. Non, on dit ça, c'est une base et on va vous aider pour le devenir. Et ça, je trouve que c'est important de voir que on ne se contente pas de grandes messes, de il faudrait faire de l'empathie 30 minutes par semaine. Ben ça, je dis non à ça. Et je l'assume. L'empathie, c'est pas une matière, c'est une qualité d'être. Et qu'aujourd'hui, nous, à Déclic, on refuse toutes les formations en direct des élèves. On dit non à toutes les mallettes là, de produits, les mallettes ceci, mallettes cela. Moi, souvent, en blaguant, je dis, mais si vous voulez des mallettes, allez chez Leroy Merlin, hein. Il y a plein de mallettes. Alors, pardon, je ne suis pas en train de faire de la pub pour Leroy Merlin ou Castorama ou je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, à Déclic, on dit, on investit au sens de, on accompagne les éducateurs parce qu'un enseignant, c'est 4000 élèves dans sa carrière. Et que quand on accompagne un enseignant, quand on accompagne des parents, eh ben, ça a des répercussions gigantesques pour tous les enfants. Et qu'aujourd'hui, on a accompagné les parents pour qu'ils soient le plus empathiques possible, les enseignants, les éducateurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs, bref, toutes les communautés. Parce que l'enfant apprenant par imprégnation, dans 2 générations, on va brûler tous les livres de CNV parce qu'ils n'auront plus lieu d'être. Moi, mon rêve, et je travaille toujours à ma disparition, c'est que les livres de CNV soient rangés à côté des dinosaures dans 2 générations. Donc, il y a un enjeu majeur de choix où on met notre attention. Et qu'aujourd'hui, je ne crois pas au fait de commencer par des cours en direction des enfants quand les adultes n'ont pas les moyens, parce que ça, c'est dissonant. On ne peut pas, hop là, c'est la 30 minutes de bienveillance, et puis tout le reste de l'année, c'est sauf qui peut Germaine. Non, ça, c'est non. Donc nous, on est extrêmement ferme sur notre position à Déclic. Ça va peut-être nous jouer des tours, mais moi, je ne suis pas prête aujourd'hui à changer d'optique. Et je suis prête à défendre cette vision d'une société différente en accompagnant les adultes. Les enfants, eux, ils vont bien, hein. C'est nous qui déraillons. C'est la limite que j'ai trouvée avec ma classe, c'est qu'en rentrant chez eux, les enfants se retrouvaient face à des adultes qui n'avaient pas entendu tout ce que je leur avais expliqué. Donc j'étais très frustrée, moi, de ne pas pouvoir continuer le triangle éducatif avec les principaux acteurs qui sont les parents.
Et maintenant, la coéducation me paraît plus utile en direction des parents, de leur apprendre tous ces mécanismes-là et ces fonctionnements-là, parce que c'est eux qui sont au plus proche de leurs enfants. Les enseignants n'ont pas que cette matière-là, comme tu dis, ne peuvent pas s'investir que ça et n'ont pas encore tous l'attitude, même si vous travaillez dans ce sens, pour révéler ces compétences-là auprès des enfants. Ah oui, moi, je croise vraiment de belles personnes, hein, des gens qui vraiment remontent les manches parce qu'ils voient la nécessité absolue de la qualité de la relation avant l'éducation. Et donc, toute la CNV, elle est basée sur la connexion avant l'éducation, la connexion avant l'action. Et que ce qui sous-tend, je dirais, cette attention à observation, sentiment, besoin, demande, ça va être l'intention avec laquelle on arrive dans la relation. Est-ce que je veux obtenir quelque chose de l'autre ou est-ce que je suis simplement avec l'intention de cette qualité relationnelle qui va nous permettre après de faire les choses d'une manière spontanée. Et donc l'enjeu, il est de créer la relation. Ouais, ça me parle beaucoup. Tu Mm. nous as dit que le sens de l'empathie était différent en CNV. Est-ce que tu peux préciser comment la CNV voit l'empathie? Parce que c'est quand même assez important. Ouais. Souvent, moi j'entends que l'empathie, ce serait se mettre à la place de l'autre. Sauf que là, Séverine, si moi je me mets à ta place, ben, il n'y a plus personne à ma place. Donc, l'idée, c'est que toi, tu vas me parler, moi, je vais rester à ma place et que l'enjeu, il n'est pas de comprendre intellectuellement l'autre. L'enjeu de l'empathie avec la CNV, c'est de se mettre en lien avec ce que la personne vit à travers ce qu'elle dit. Donne-moi un exemple où tu pourrais avoir besoin d'empathie. Prends le rôle de quelqu'un qui a besoin d'empathie. On va regarder en fait. J'ai une maman récemment qui avait l'impression que reprendre le travail, c'était une manière d'abandonner son enfant à l'assistante maternelle. Oui, donc là, toi, tu es cette maman et tu me dis Mm. ça. D'accord? Vas-y, tu me dis ça. J'ai envie de reprendre le travail et à la fois, dès que je dépose mon enfant chez la nounou, je me sens mal, je le vis mal. J'arrive pas à être bien ni au travail, ni quand je dépose mon enfant, je culpabilise. Mm. Donc, vous voyez, dans les modes habituels, je pourrais dire, oh, mais t'inquiète, c'est déjà arrivé à d'autres, c'est pas très grave. Oh là là, mais tu vas finir par perdre ton travail. Vous voyez? Donc, là, en empathie, moi, c'est comme si je me laisse raisonner par les mots de cette maman. Et dans cette résonance, je vais tenter humblement de proposer des mots du registre de l'émotion et de dire, ben voilà, quand tu me partages ça, est-ce que tu es comme écartelé? Peut-être, parce que j'imagine, là, vous voyez, écartelé entre l'envie de reprendre et puis le fait de continuer le travail. Est-ce que tu es écartelé? Je sais pas quoi choisir. J'ai l'impression qu'on me demande de choisir et j'y arrive pas. Mais ouais. Est-ce que c'est comme si tu es aussi démuni, en fait, devant ce choix qui semble cornélien? Est-ce que c'est ça? Ça me rend triste. Mais ouais, tu es triste. Mais ouais. Et est-ce que cette tristesse, elle parle peut-être d'un besoin de soutien pour accompagner ce mouvement de choix? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Non, mais j'ai peur que mon enfant voit que je préfère mon travail. Ah, ouais. Mm. Mm. Et donc, comme si cette peur, là, tu te dis, il pourrait croire que je préfère. Est-ce que tu as besoin d'être rassuré à l'idée, en fait, que tu vas pouvoir continuer à être aimé comme t'en rêves, en fait, par cet enfant? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ouais, ça me ferait du bien de me dire ça. Ouais. Et que si cet enfant, en fait, il t'aimait, est-ce que c'est comme si, en fait, ça te permettrait peut-être de maintenir une sorte de confiance en toi ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça? Tu vois, si cet enfant, il t'aimait, en fait, comme tu rêves d'être aimé, est-ce que... Je peux penser que mon enfant m'aime déjà, mais moi, je me juge de pas être une assez bonne maman qui laisse son fils pour aller travailler. Je Mais crois que ouais, c'est de moi à moi que je me juge de ouais, pas être à la hauteur. ouais, comme si tu as besoin de préserver la confiance en toi. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Mm. Mais ouais. Donc, vous voyez, on pourrait continuer avec Séverine. Vous voyez, moi, mon intention, c'est pas d'amener cette maman qui est représentée par Séverine dans un lieu, c'est de voir que quel que soit ce que cette maman dit, elle éprouve des émotions et ça parle d'un besoin. Et que l'art de l'empathie, c'est d'être cette espèce de chercheur curieux qui s'étonne d'instant en instant du chemin que la personne prend à travers les mots qu'elle partage. Et que peut-être, vous voyez, au fur et à mesure, dans le rôle, Séverine arrive à la confiance en elle. Peut-être pour la vraie maman, ce serait complètement autre chose et c'est pas grave. Et après, le pas suivant, je dis, ah ok, c'est quelque chose du champ de la confiance en toi. Ok, c'est quoi le plus petit pas que tu pourrais faire pour nourrir cette confiance? Et peut-être c'est de te remémorer une fois par jour un truc que tu as fait, eh ben, dont tu as une certaine fierté et hop, on engrange la confiance. L'attitude empathique, elle est
comme d'offrir à l'autre un contenant dans lequel l'autre va pouvoir se déposer, quel que soit le chemin qu'il va prendre, même si il a des jugements sur lui, sur l'autre, sur le boulot, peu importe. Il y a ce contenant parce que quand il y a un contenant bienveillant, eh bien, on fait le choix de croire que la personne, elle a des ressources. En empathie, on est certain que la personne a des ressources et que pour un temps, elle a peut-être un peu de mal à y accéder, mais que l'intention, il est que la personne accède à ses ressources pour en faire quelqu'un de vertical. Donc l'empathie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant pour l'accompagner vers l'autonomie, qui est quand même une des intentions éducatives de tous les parents, j'imagine, qui nous écoutent. Moi, j'apprécie beaucoup les binômes empathiques qu'on a mis en place avec mes collègues de formation quand on est sorti des modules 1, 2, 3. On est encore en contact, on en a fait près de 200. Et se sentir accueilli, écouté, considéré et, comme tu dis, complètement légitimé dans le fait que cette émotion, si elle est là, c'est qu'elle a quand même quelque chose à nous informer, à nous éclairer et que c'est sur mesure. Personne d'autre ne peut savoir comment est venue cette émotion, d'où elle vient, de quel besoin elle vient et comment on va choisir de la vivre, de l'agir ou de la mettre de côté provisoirement, etc. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'à travers l'empathie, à travers le fait qu'on nomme les émotions, ça permet d'exister tel qu'on est. Et que globalement, si tous les enfants étaient accompagnés comme ça, eh ben, il y a beaucoup de gens qui font des stages sur la confiance en soi qui seraient pauvres dans 3 générations parce qu'on aurait maintenu en fait ça. Et que la plus grande violence qui puisse être faite à un enfant, pour moi, c'est le priver d'apprentissage et que plus on va élargir son vocabulaire, plus on va lui offrir un champ large, plus ça lui permet d'exister dans toutes ses dimensions. Il y a un enjeu aujourd'hui autour de la richesse du vocabulaire, des émotions et des besoins. Donc, je te remercie de le signifier là, à cet instant. Pour les parents qui voudraient se lancer dans cette démarche, est-ce que tu pourrais donner 2 astuces ou 2 conseils? Ça peut être justement de nommer le plus souvent possible comment on se sent. À quoi tu penserais pour mettre en place 2 petits pas vers cette philosophie? Alors j'aime bien cette idée effectivement de nommer les émotions, encore faut-il les connaître et de ne pas se planter avec des émotions qui n'en sont pas. Et c'est là où il y a un registre un peu particulier. Donc effectivement, peut-être d'apprendre à nommer nos émotions tout en précisant je suis triste ou joyeux, excité, etc. Ça n'a rien à voir avec toi. Parce que les enfants ont déjà intégré le champ de la culpabilisation. Donc le pas, c'est maman, elle est comme ci ou comme ça, papa, il est comme ci ou comme ça n'a rien à voir avec toi. Et papa ou maman vont aller regarder ce qui est important derrière ça. Ça, c'est un point majeur. Le deuxième pour moi, mais qui serait même avant le premier, ce serait avec quelle intention je fais ça. Et que dans les stages, on travaille beaucoup la notion de l'intention et de l'intention sous l'intention pour être honnête quand on arrive dans la relation avec le gamin. Mais surtout, les dédouaner de la responsabilité de nos émotions. J'ai fait 2 épisodes spécifiques là-dessus sur la contamination émotionnelle parent-enfant, donc le 71, et sur la culpabilisation émotionnelle qu'on entend beaucoup, qu'on a peut-être nous-mêmes vécu, c'est l'épisode 103. Parce que moi, je le vois maintenant agir et je me vois agir en train de le faire parfois. Et j'aime bien aussi la petite nuance de, il y a une part de moi qui est en colère. Je ne suis pas la colère, mais il y a une part de moi qui, en ce moment-là, vit beaucoup de colère. Et ça n'a rien à voir avec toi, ma chérie ou mon chéri. Alors, après, à Déclic, il y a des ateliers de parents qui sont organisés, donc ça dépend des régions. Et après, bien sûr, il y a les formations de base et que la compréhension du processus est relativement simple et le fait de se l'approprier est redoutablement exigeant. Et que quand on vit la CNV pendant une semaine, globalement, ça donne des pistes à un autre niveau que ce qu'on est en train de partager, toi et moi. Ça, c'est un peu le risque, je dirais, d'une compréhension intellectuelle. Et derrière, les gens disent ça marche pas parce que tous les pièges de la subtilité du langage ne sont pas transmis à travers ce qu'on est en train de partager. Et que dans le livre là qu'on a coécrit avec Catherine Guéguin et Catherine Schmider, celui pour lequel on s'est rencontrés là, qui s'appelle Développer les compétences psychosociales à l'école, osons la communication non violente. Il y a des fiches où on accompagne, et même si ce livre, on pourrait croire qu'il est plutôt à visée enseignant, il est complètement approprié, enfin, on peut tout à fait l'approprier en tant que parent parce qu'il y a des choses très concrètes. Et après, et c'est toujours là où ça m'embête parce que je pourrais croire que je fais de la promotion pour les formations et c'est pas le but en soi parce que j'ai assez de travail, c'est pas de ça dont il est question, mais c'est de regarder que quand on vit véritablement dans un groupe pendant une semaine,
1 ou 2 jours les formations en fonction du format. Ça donne une autre dimension et j'imagine que c'est celle à laquelle tu fais référence, Séverine, pour avoir vécu les stages de base, quoi. Expérience en immersion tant qu'on ne l'a pas vécu, mais on revient avec un regard complètement différent sur nous, sur nos enfants, sur notre conjoint, sur nos beaux-parents. Ça change effectivement le regard qu'on porte sur le monde extérieur et ce serait difficile à décrire, mais plusieurs des mamans que j'ai accompagnées ont décidé d'aller se former en CNV parce que ça leur avait finalement donné envie. Ces tips, ces astuces qui sont incomplètes, bien entendu, je te rejoins. On ne peut pas faire une liste exhaustive en 1 heure de tous les bénéfices et tous les bienfaits de la CNV dans la famille, mais j'espère qu'on vous aura donné un petit peu envie, soit de lire les ouvrages, soit d'aller les emprunter, de regarder aussi peut-être les séminaires sur YouTube de Marshall Rosenberg directement, où il explique le lien avec la girafe, le chacal, dont je décris quelques grandes lignes dans l'épisode 107, et d'aller, s'ils ont l'occasion, dans leur région. Il y a des centres de formation, il y a des formateurs accrédités. Est-ce que tu veux mettre un petit point là-dessus de ne pas prendre n'importe quel stage de CNV? Parce que je sais que ça te tient à cœur, ça. Ça me tient à cœur et ça me tient d'autant plus à cœur que la grande victoire là, du livre Les CPS à l'école, on a un article de la Miviludes, qui est l'agence qui surveille les dérives sectaires, où il est noté en fait l'intérêt de faire des stages avec des formateurs certifiés. J'aimerais préciser que la certification, elle dure entre 5 et 10 ans. Et que pour accompagner en fait des personnes sur ce changement de paradigme, ça demande une certaine expérience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont auto-proclamés formateurs en communication non violente. Et la CNV, elle est transmise à ce moment-là comme un outil en fait de manipulation. Et pour moi, ça dessert le processus et ça entraîne les gens dans des grandes difficultés relationnelles. Et donc, l'intérêt de la certification, c'est d'avoir affaire à des gens pour lesquels l'intégration, elle est différente. Et que là, en étant soutenu par la Miviludes, pour nous, c'est un grand pas en avant. Donc, de regarder, il y a un site des formateurs certifiés en communication non violente. Et puis après, je ne peux que vous recommander le site de Déclic CNV Éducation, où là, ça vous donnera un peu une vision de ce qu'on fait pour l'ensemble des éducateurs en France. Et c'est aussi une façon de nous soutenir, parce qu'on peut soutenir cet assaut de plein de manières différentes, soit en parlant autour de nous, soit en choisissant le moteur de recherche Nilo, qui peut donner des gouttes à certains projets. Et puis après, il y a des dons ponctuels, réguliers, comme toutes les assos, voilà, j'ai envie de vous dire. Et en sachant aussi que sur YouTube, il y a des conférences de moi. Il suffit de regarder Véronique Gaspard et Communication non violente. Je sais qu'il y a des conférences qui tournent, notamment une à Nouméa, puis différentes interventions dans des académies aussi. Génial. Et puis je retiens le mot que ce n'est pas un outil clé en main qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on veut, mais de susciter la coopération, de susciter la relation et d'aller vraiment se connecter de cœur à cœur, comme il disait, avec tous les êtres autour de nous. J'ai envie de vous souhaiter le meilleur avec vos bambins et pour vous-même, et puis de vous remercier en fait pour ce temps partagé ensemble, même si on ne s'est pas vu directement. Et puis merci à toi, Séverine, pour cette initiative. Merci vraiment, Véronique. Je te souhaite une bonne continuation. J'espère qu'on se retrouvera un jour au détour d'une formation CNV. Avec plaisir, merci. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.